Bonjour à toutes et tous. Donc, on se dispute, et plus que dispute en France, à propos de l'accueil de quelques milliers de réfugiés syriens, de réfugiés irakiens, de réfugiés des guerres d'aujourd'hui. Et on mesure mal l'ampleur du problème. Je crois que chacun doit être conscient qu'aujourd'hui, la Syrie a battu un record absolu, puisque plus de la moitié de sa population est soit déplacée à l'intérieur du pays, soit réfugiée à l'extérieur. Ce sont des chiffres énormes, puisqu'on est, j'ai pris les statistiques du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, on est à 4 millions de réfugiés à l'extérieur, avec une écrasante majorité dans les pays voisins, il faut le dire. Au Liban, 1 million, presque 200 000, hein, selon le HCR, presque 2 millions en Turquie, 600 000 en Jordanie, pour des pays qui sont de petits pays. Bref, on est devant un drame absolument sans précédent par son ampleur. Et c'est pourquoi il nous a paru extrêmement intéressant et important de donner la parole à Kamel Mohana, qui est d'abord un pédiatre, ensuite un enseignant, un professeur à l'université libanaise. C'est l'université laïque, si on peut la définir ainsi. Qui préside l'ONG, je ne sais pas comment il faut la dire, médico-sociale, en tout cas non confessionnelle, AMEL, et qui est aussi coordinateur du réseau libanais et arabe des ONG. C'est donc quelqu'un qui est particulièrement bien placé pour faire le point avec nous, pas seulement pour faire un constat, mais aussi pour proposer une réflexion sur la manière de régler ces problèmes, d'aider les réfugiés, dont je crois que c'est important, et je termine là-dessus pour mon introduction, de les appeler réfugiés et non pas migrants. Parce que le mot migrant est un mot qui est fait pour susciter polémique et pour permettre à tous ceux qui sont hostiles à l'accueil de ces réfugiés de faire leur propagande souvent nauséabonde, il faut le dire. Voilà, donc je vous passe la parole. Vous connaissez la règle du jeu. Vous avez 25-30 minutes pour présenter le sujet, vos propositions, vos idées, et puis ensuite vous répondrez aux questions de nos amis, auxquelles j'ajouterai éventuellement les miennes. Je vais parler de trois choses. Je vais essayer de profiter de la présence de cette assistance distinguée, parler un peu des AMEL. Parce qu'AMEL, c'est une ONG non confessionnelle, une grande ONG. Alors, c'est pour ça que je vais essayer de vous dire. Des réfugiés syriens au Liban, nous, ce que nous faisons, on a offert jusqu'à maintenant 1 million de services aux réfugiés syriens à AMEL, l'ONG qui travaille le plus pour les réfugiés syriens, et l'afflux de réfugiés en Europe, et partout aussi, et qu'est-ce que je suggère et quelle est mon impression à propos de ça. Alors, concernant d'abord AMEL, qui est une ONG non confessionnelle, moi, ça fait 41 ans que je travaille dans l'humanitaire et 10 ans en France avant. J'ai étudié ici et on m'appelait le coin bandit arabe parce que j'étais aussi... J'étais même l'objet d'un arrêté d'expulsion du temps de Marcellin, ce qui était abrogé. Et j'ai occupé notre ambassade 2 fois. Alors j'ai fondé que dans l'humanitaire, à l'époque, les années 60 et 70, il y avait la révolution au Vietnam, la révolution culturelle en Chine, à Cuba, au Dhofar, là où j'étais volontaire pendant 6 mois, au Yémen du Sud, en Palestine, en Amérique latine en général, en Afrique du Sud. C'était l'époque des mouvements de libération nationale et libération mouvement armé. Et l'humanitaire était dans ces contextes, dans cette enceinte, c'est-à-dire à gauche, le camp socialiste. Et à cette époque, on a fondé MSF et MDM au Liban, contre la politique de la Croix-Rouge internationale qui ne témoigne pas. Et moi, à cette période, j'ai fondé une ONG
qui travaillent dans les camps palestiniens qui s'appellent les secours sociaux. Et après, quand il y a eu la première invasion israélienne du sud du Liban, j'ai fondé Amel au sein de la gauche libanaise. Mais dès sa fondation, elle était indépendante. Vous savez, la tradition de la gauche non soviétique, il y avait quelqu'un du bureau politique qui surveillait tous les mouvements populaires et tout ça. Non, ce n'est pas le cas. Ceux qui travaillent à Amel décident. C'est pour ça que Amel se développe beaucoup, bien que la gauche au Liban s'est beaucoup affaiblie. Alors, à Amel, maintenant, on a 24 centres, 6 cliniques mobiles, 800 personnes qui travaillent à Amel. Comme je l'ai dit, non confessionnel, on travaille un peu à contre-courant. Vous savez, le Liban, le système politique est confessionnel. Par exemple, la région de Marjoun Hasbaï, c'est un petit Liban que Jean-Paul et Chloé ont visité. On a 5 centres. Un centre à Kfarchouba chez les sunnites, à Fardis chez les druzes, à Marjoun chez les chrétiens, à Blestak chrétiens et druzes, à Khian des chiites et de chrétiens. La guerre civile a commencé entre Ain Roumani et Shia. On a un centre, un chrétien, Ain Roumani, quartier chrétien, à Shia, un quartier musulman. On a un centre à Ain Roumani, un centre à Shia. Il y a un conflit entre les chiites et les sunnites. On a un centre à Ersal depuis, vous savez, très fameux maintenant à Ersal. Il y a 35 000 réfugiés libanais, 35 000 Libanais. Il y a 124 000 Syriens. Imaginez comment est la situation. Ici, on parle de milliers. On a un centre depuis 35 ans. On a 3 centres. Et Daesh voulait incendier notre centre et c'est la population qui a protégé le centre. Vous voyez, quand vous êtes ancré dans la société, vous avez la protection. On a à Kandelaouz aussi une ville sunnite, 50 staff qui travaillent à Amel, à Arsal 60. On travaille avec les Irakiens, les Soudanais, les Palestiniens et les Syriens. On a offert 1 million de services, comme je l'ai dit. On a pris à Amel comme slogan la pensée positive et l'optimisme permanent. Mais dans cette mouvance, quand j'ai fondé les secours sociaux et Amel, c'était au sein de la gauche, après la chute de l'ex-Union soviétique et l'adoption de l'économie de marché, les partis de gauche sont beaucoup affaiblis et les mouvements associatifs s'est beaucoup développé dans le monde et qui est devenu, à mon avis, professionnel, technique, charity business. Et moi, je parle de BONGO, Business Oriented Non-Governmental Organizations. Et les combats que nous menons maintenant, comment l'humanitaire doit être engagé, doit être solidaire avec les causes justes du peuple, et en premier lieu la cause palestinienne, et comment il faut être avec les couches vulnérables, et que l'argent doit être dépensé pour les bénéficiaires et non pas pour la logistique et l'overhead. C'est un peu la campagne que nous menons, et on est un des fondateurs de ces mouvements de l'humanitaire en des années 60 et 70, qui a viré dans beaucoup d'endroits, et nous, on veut maintenant, on mène, et Amel est devenu international. Alors, on a pris un slogan, la pensée positive et l'optimisme permanent. Pourquoi? Parce que nous, dans le monde arabe, on n'a pas de stratégie. Tout le temps, on travaille au niveau, on se dispute au niveau des détails. Moi, je dis, au lieu de travailler au niveau de la tête, on travaille au niveau des extrémités. Deuxième chose, on a l'esprit de division. On est très fort pour se disputer. Troisième chose, on a la critique destructive. Quelqu'un reste dans un parti politique un demi-siècle. S'il quitte, il devient un voleur et le parti ne vaut rien. Il est resté un demi-siècle. Et quatrième chose, ce que j'appelle le bossisme. On a un boss partout, dans la famille, le secteur privé, le parti politique, et parfois l'État est assimilé à une personne. Et cinquième chose, on a la mentalité de tout ou rien, où on change le monde en une journée, sinon on arrête de travailler, on commence à critiquer, surtout les intellectuels. Alors nous, on a pris 3 slogans. Le premier, la pensée positive et l'optimisme permanent. Il y a le philosophe français Pascal qui disait « celui qui fait l'ange fait la bête ». Alors nous, on a une volonté de découvrir chez chacun ce qui est positif. Il y a un proverbe arabe qui dit « celui qui fait l'ange fait la bête ». Alors non, un mot vous rend fou et un mot vous rend tendre. Si je vous dis « donnez-moi ces papiers », ça vous énerve. Est-ce que je peux avoir ces papiers? C'est le même sens, mais la réaction est différente. Alors deuxième slogan, les 3 P. Il faut connaître un principe dans la vie, une position qui correspond au principe et une pratique sur le terrain qui correspond au principe et à la position. La classe politique au Liban, de belles choses à la télé, mais rien sur le terrain. Il faut qu'il y ait une balance entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Et Nelson Mandela disait, si on a une vision et si on peut transformer cette vision en une action, on peut changer le monde. Le troisième slogan, Israël est un État ennemi. Dans la société, il y a les amis, le neutre et les adversaires. Comment renforcer les rapports entre amis? Comment transformer le neutre en ami? Comment neutraliser les adversaires? C'est un peu la philosophie de Amel. Sur le terrain, avant tout des services,
Il y a plein d'ONG qui nous parlent maintenant dans les hôtels à propos de démocratie, justice sociale, liberté, mais rien sur le terrain. Les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent. Les Nations Unies qui ont été créées en 1945 pour résoudre les problèmes sécuritaires dans le monde. Ils ont échoué dans cette mission. Après la chute de l'ex-Union soviétique, ils ont adopté le slogan « le développement durable ». Il y a 20 ans, il y avait 400 millions de pauvres et 10 milliardaires. Maintenant, avec ce discours de développement durable, droits de l'homme, justice, liberté, il y a 2 milliards de pauvres et 550 milliardaires. Les fossés s'élargissent entre eux. Alors nous, avant tout, les ONG, des services. On a 24 centres qui sont sur le terrain et on assure 53% de notre budget au niveau des services des bénéficiaires. On a des propriétés qu'on loue, ça nous fait des revenus. Et on fait chaque année de dîner gala à une collecte de fonds et une ONG non confessionnelle qui n'est pas dans les systèmes et qui refuse, 4 fois j'ai refusé d'être nommé ministre, d'être dans les systèmes, peut fonctionner au niveau des services sans aucune aide. Évidemment, on refuse de prendre de l'aide de l'ISC, des États aussi, surtout des pays arabes. Alors, à travers les services, on a la confiance de la communauté locale. On passe au deuxième stade de développement, travailler avec les gens et non pas au nom des gens. Et troisième chose, la culture du droit. Droit à la parole, à l'éducation, à la justice, à la santé, tout ça. Et on ne peut pas parler de démocratie si la femme ne participe pas. C'est la moitié de la société. Les jeunes, la nouvelle génération, moi je suis optimiste pour l'avenir de notre région, malgré tout ce que nous entendons, à cause de cette nouvelle génération. Et surtout les filles, qui sont armées des valeurs de justice sociale, de liberté, de démocratie. On dit, les sociologues, on a tué le père. Le père, c'est le symbole du pouvoir. C'est un processus, ça va prendre du temps. Ce qui s'est passé en Égypte et en Tunisie, c'était la révolution. Maintenant, avec Daesh, c'est l'anti-révolution. Et après Daesh, il y aura, à mon avis, une réforme au sein des institutions islamiques et religieuses, comme ça s'est passé en Turquie avec Atatürk en 1913. Et le problème principal dans la région, c'est le problème palestinien. On ne peut pas parler de stabilité dans le monde, et surtout dans la région, s'il n'y a pas une solution juste au problème palestinien. Netanyahou, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un État juif. Juif, c'est une religion, ce n'est pas une nationalité, c'est racial. Tandis que dans le monde arabe, la nouvelle génération, ils ont le même slogan que vous, la démocratie, justice sociale, liberté. Mais ça prend du temps. Alors, et Amel, dans ce contexte, est devenu international, parce que maintenant, on a un seul monde, un citoyen international, un village planétaire. Dans un seul monde, il faut qu'il y ait un seul futur. Maintenant, il y a 20% de la population du monde qui possède 80% de richesse. Et les pauvres, comme je l'ai dit, s'appauvrissent et les riches s'enrichissent. On ne peut pas continuer comme ça. Même en France, vous allez dans le rue, vous voyez les mendiants. Dans les pays riches, où il y a les états de droit, on commence à voir ça, et les sécurités diminuent. En Allemagne, maintenant, pour la consultation, on paye, commence à payer. En Angleterre, si vous voulez une opération cœur ouvert, vous devez attendre. Et c'est le système le plus démocratique sur le plan médical. 6 mois pour avoir un rendez-vous. Et en France, pour la sécurité aussi, on commence sur le social, des problèmes. Alors, un seul monde, un seul futur, répartition juste des richesses. Et Amel joue le rôle des catalyseurs, comme je préside, comme il a dit Dominique, les collectifs des ONG libanaises et arabes. Alors, et on est accepté par tout le monde, bien qu'on ne soit pas dans le système. C'est un peu paradoxal. Et on peut ouvrir là où on veut. Alors, concernant les réfugiés syriens, au Liban, on a 1 200 000, comme Dominique, selon l'HCR, mais on a 1,5 million selon le gouvernement libanais. Cela veut dire qu'on a les tiers de la population libanaise réfugiée, ce qui équivaut à 22 millions en France. En France, on a 10 000 Roms, on les a expulsés. Et dans ce contexte, je salue l'hospitalité et la générosité du peuple libanais et des réfugiés palestiniens, mais la situation est explosive et catastrophique. Comme il l'a bien dit Dominique, c'est la première fois dans l'histoire qu'une population syrienne, la moitié est déplacée. 7 millions à l'intérieur et 4 millions à l'extérieur. Au Liban, il y a 1,5 million. Il a dit le chiffre, je ne vais pas le répéter. Et ça dure depuis 5 ans. Ils sont au Liban. Le Liban, qui est depuis 40 ans en état d'urgence, les réfugiés sont, et ceux qui visitent le Liban, avec 1,5 million. Et si on ajoute les Palestiniens, ça fait presque la moitié de la population. Si vous allez dans la rue, vous voyez comme s'il n'y avait rien du tout. Ils sont intégrés. On a choisi au Liban l'intégration.
Mais comme je l'ai dit, c'est une situation explosive et c'est une bombe à retardement. Alors, concernant leur cas, sur le plan médical, ces réfugiés. Alors oui, ça, le Liban, parlons, je dis, il y a une blague qui vit en urgence depuis 40 ans et il y a ce nombre de réfugiés. Il y a une question qu'on pose. Quel est le summum de l'optimisme? Comme ça, une question. Fanny, je crois, Erwin connaît ça. La réponse qu'un Libanais vous dise à demain. Parce que nous, tout le temps, on s'attend à une voiture piégée, à une explosion. Nous vivons comme ça. On est très fort parce que tout le temps, on s'attend au pire. Et ça fait 40 ans que c'est comme ça, Yann. Et je dis qu'en tant que médecin, dans une vie, ça fait 40 ans, et c'est inhumain d'avoir une vie comme ça, dans l'urgence. Sur le plan de la santé des réfugiés, au niveau du premier service, on s'arrange plus ou moins. Le vrai problème, c'est au niveau du service secondaire, l'hospitalisation. L'HCR a un contrat avec une assurance privée. Il paye 75% du coût de la facture, mais seulement, ils ne prennent pas les accidents du travail et ils ne prennent pas les maladies chroniques. Et même pour les 75%, pour les cas sélectifs, ce n'est pas facile de faire ça. C'est pas facile. Alors, il y a un vrai problème à ce niveau. Au niveau de l'environnement, au Liban, vous connaissez le problème des déchets au Liban, vous avez une conférence la semaine dernière. On a 5000 tonnes chaque jour. Avec les réfugiés syriens, on a 7000 tonnes et demie. On a la pollution, vous pouvez imaginer comment c'est le cas. Concernant les problèmes économiques et sociaux, au Liban, on a 32% des prisonniers, 32 000 prisonniers au Liban. 19% sont des Syriens. Dans la grande prison de Roumia à Beyrouth, il y a 3000 prisonniers, il y a 1000 Syriens. Et souvent, c'est à cause des problèmes sociaux et économiques. Et concernant ça, le vrai problème, l'éducation. Ça, c'est la catastrophe. Il y a 400 000 élèves syriens. Il y a un problème de scolarisation de 100 000. 30 000 avec l'HCR, 30 000 avec l'UNICEF, 35 000 avec la Banque mondiale et le ministère de l'Éducation. Maintenant, on va augmenter un peu, 50 000. Mais imaginez l'avenir de la nouvelle génération syrienne. Futur Daesh, 300 000 ou 250 000, il y a 4 millions d'élèves syriens qui ne sont pas scolarisés maintenant. 45% d'élèves syriens ne sont pas scolarisés au total. Mais au Liban, il y a 300 à 250 000 qui ne sont pas scolarisés. Imaginez qu'est-ce qu'on prépare au Liban, mais en Syrie après. Alors, qu'est-ce que je propose, moi, pour ça? Évidemment, avant tout, il faut œuvrer pour une solution politique en Syrie. Parce que, à mon avis, c'est la solution. Et il faut que ces États-là, qui sont, je ne sais pas, où chaque jour, qui encouragent à faire la guerre et tout ça, et qu'on voit des armes et des djihadistes, il faut qu'ils arrêtent ça. Il faut une solution politique. En attendant, au Liban, il faut que le gouvernement libanais et la société libanaise aient un plan national soutenu par l'HCR et les agences des Nations Unies et les ONG internationales. Et non pas, l'HCR est incapable de gérer cette opération parce que les Syriens au Liban sont dans 1450 endroits, villes et villages, dans 1007 camps informels au Liban. Aucune organisation de l'extérieur n'est capable de gérer cette situation. Aucune. Alors, malheureusement, on travaille pour la visibilité et non pas pour l'efficacité. Même au niveau de l'argent, et j'étais là au sommet de Koweït, le bailleur, et l'an dernier aussi, Ban Ki-moon a demandé 8 milliards 400 millions pour répondre aux besoins. Ce qu'il a étudié, quels sont les besoins, il a demandé 8 milliards 400 millions. On a reçu une promesse de 3 milliards 400 millions. L'argent qui est arrivé, c'est 20%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on travaille avec l'argent qu'on a et non pas en fonction des besoins. Nous, à Amel, on avait 7,5 d'élèves syriens qui recevaient un cours de soutien scolaire, que Virginie, responsable du projet, supervisait. On a arrêté le programme parce qu'il n'y a plus d'argent. Alors, on travaille pour la visibilité et non pas pour l'efficacité, malheureusement. Alors, deuxième chose, il faut que l'argent aille aux bénéficiaires et non pas à l'overhead. On estime à 60% l'argent qui arrive pour les salaires et les per diem et les voyages et les appartements et tout ça. Pour les ONG internationales, il faut qu'ils travaillent avec les ONG libanaises parce que sinon, c'est nous qui restons après la crise. Et l'argent qui arrive aux ONG nationales, globalement, c'est de 1,2% à 2%. Imaginez, à Amel, avec très peu d'argent, on a offert 1 million de services et je vous dis franchement, il faudrait 10 fois plus pour n'importe quelle ONG internationale pour faire la même chose. Alors, et il faut
que l'argent aussi avec les ONG internationales aille pour les bénéficiaires. Et moi, je parle, comme je l'ai dit, de la technicité dans l'humanitaire, de la charity business et du BONGO, Business Oriented Non-Governmental Organization. Beaucoup maintenant voient aussi ce qu'il y a de l'argent, ils savent parler anglais et français, faire un projet, ils équipent le projet et ils ont l'argent. Et je peux vous raconter beaucoup d'histoires à propos de ça, des gens qui n'ont rien à faire avec l'humanitaire, mais ils savent qu'il y a un projet, font les projets pour prendre de l'argent. Et comme il y a beaucoup de monde maintenant dans l'humanitaire, comme les partis de gauche sont affaiblis, ils veulent trouver leur salaire. Ce qui fait que ce n'est pas, et là le combat que nous menons, comme je l'ai dit, c'est d'être avec les couches vulnérables. Alors, concernant le départ de ces Syriens, après l'histoire d'Ilan, là, il y a quelques mois, en Turquie, qui viennent ici. Franchement, j'étais récemment avec le ministre de l'immigration et de la justice suédois au Liban. Il me dit, mais on est 500 millions, 8 en Europe. Facilement, on peut prendre 1 million de réfugiés. Vous, le Liban, un tout petit pays, en état de crise depuis 40 ans, vous avez 1,5 million. Et toute l'Europe, et même un ami, un ex-ministre français qui était dans mon bureau il n'y a pas longtemps, il me dit, nous, on est très riches, on ferme les frontières, on ne prend pas de... Il faut avoir honte de la position des politiciens en Europe. Honte. D'abord, ils ont une responsabilité politique. Ils ont encouragé des djihadistes et d'autres pour faire la guerre en Syrie. Ça, une responsabilité politique. Au moins qu'ils soutiennent les gens qui soutiennent leur camp, au moins. Et qu'ils les reçoivent chez eux, au moins. Deuxième chose, concernant la loi internationale. La Convention de Genève, les États n'ont pas le droit de refuser, de refouler les réfugiés. Il faut les recevoir et après on fait le tri. Selon la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 2, il faut sauver la vie des gens. Et là, je suggère, s'il y a des avocats parmi nous, et même des intellectuels, qu'il y ait des mandats et qu'on voit les familles qui ont perdu quelqu'un de leur famille dans la mer ou dans les territoires des pays européens qu'on porte plainte contre les politiciens. Et il faut, à mon avis, malheureusement, Le Pen est devenu le centre névralgique de la politique en France. On prétend que c'est le pays des droits de l'homme, la fraternité, l'égalité, la liberté. Les villages sont vides en Europe. Et regardez, tout le monde est derrière l'extrême droite maintenant. Et la droite populiste. En Allemagne, en 2013, il y a eu 16 agressions racistes. Là, depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, 500. Bien que l'Allemagne a ouvert un peu la frontière et tout ça. Et aussi, il faut parler de l'aspect positif de ces déplacements. Même au Liban, ces réfugiés syriens qui nous ont reçus au Liban pendant l'agression israélienne en 2006. 260 000 Libanais sont allés en Syrie. Et il y avait 300 000 ouvriers syriens qui travaillaient au Liban. Ça explique pourquoi ça a été un peu absorbé au Liban, cette crise. 1,5 million, c'est beaucoup dans un pays comme le Liban. Mais c'est une force économique aussi, les Syriens. Et déjà, en Allemagne, il y a 5 000 médecins syriens. Il y a 8 000 ingénieurs qui ont quitté, 11 000 chimistes, 12 000 médecins ont quitté la Syrie. Et 5 000 avocats. Et ça, les Allemands, ils vont perdre 7 millions d'ouvriers d'ici 2020. Alors ça, ils ont aussi un choix économique pour cette nouvelle génération dans leur pays. Alors je crois, pour l'Europe, à mon avis, ce qui arrive maintenant, c'est il faut développer la solidarité internationale. Même des pays arabes, il faut qu'ils ouvrent leurs frontières. Il y a certains pays arabes qui ferment leurs frontières. Mais aussi en Europe et ailleurs. Et même, il y a une responsabilité politique. Regardez, par exemple, en Libye. C'est Sarkozy qui a reçu à l'Élysée Kadhafi. Il lui a installé une tente. Après, au nom des droits de l'homme, ils sont allés en Libye. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Il y avait 70 000 miliciens, maintenant 700 000 miliciens. Il y a 35 millions de pièces d'armes en Libye. Et c'est les chaos. Regardez comment on utilise le droit de l'homme. En Irak, il y a eu là, en 2003, une invasion américaine. Au nom des droits de l'homme aussi, 1 million de morts et 7 millions de blessés. Et les Nations Unies, malheureusement, ils
Et c'est le rôle de ces États de réparer ce qu'ils ont fait comme dégâts, et non pas les Nations Unies, mais ils suivent un peu la politique des gouvernements et de plus fort. Alors, dans ces contextes, pour la Syrie, pour résumer, il faut œuvrer pour une solution politique. Pour le Liban, il faut aider le Liban qui aide la Syrie. C'est une situation catastrophique et explosive et qui va durer encore 5 ans. Et toutes les statistiques montrent que s'il y a une solution demain, 20% de ces déplacés resteront sur place. Et dernière chose, il faut développer la solidarité internationale. En attendant une solution politique, et ici en Europe, facilement on peut prendre 1 million. Il faut... J'étais là récemment quand je fais des visites, comme on a fait avec Jean-Paul, Chloé et Fanny et Erwin là, au sud du Liban, Arlette évidemment, et notre ami aussi, l'ambassadeur est allé avec moi au sud du Liban. On a fait une visite d'un camp de réfugiés syriens au sud du Liban, Marj el-Khawr. Il y a une famille, regardez comment les familles comment elles sont faites. Une famille, il y a 13 enfants, 3 sont aveugles. Et nous, on s'occupe, on a déjà opéré un enfant. Et notre famille, 20 enfants. 20. Regardez comment la situation est rurale en Syrie encore. Parce que c'est dans les villes qu'on se développe. Et ce sont des régions rurales encore en Syrie. Alors, il y a un aspect positif de l'immigration et le déplacement. C'est un autre sujet, mais il faut l'aborder. Alors, et il m'a dit, quand il a vu, on a une clinique mobile, on travaille avec tout ça, il m'a envoyé un pasteur français qui travaille au collège protestant français, un email après. Quand on a vu les gens, les situations, et qu'est-ce que nous faisons pour eux, il m'a dit, on a senti combien on est égoïste. C'est bien de vivre à l'aise, d'être bien chez soi, mais être auprès de l'autre, on est beaucoup mieux avec soi-même. Si on développe cette culture de solidarité, regardez maintenant, c'est l'extrême droite qui mène, la droite populiste derrière, la gauche c'était... Mais on est en train d'étouffer les valeurs humaines chez chacun. Il faut, et surtout l'élite et les intellectuels et les gens de la gauche aussi. Alors je crois, dans ce contexte, dans ce monde, maintenant cette crise, comme il l'a bien dit Dominique, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire, depuis le massacre de Rwanda en 1994, qu'une situation pareille soit passée dans le monde. La moitié de la population est déplacée. Cette ville, les Syriens ils sont plus forts que les Libanais. Nous, pendant 16 ans, on a de guerre civile, on a détruit une occupation israélienne, une ville, Beyrouth, et en 4-5 ans, ils ont détruit cette ville, les Syriens. Alors, une solution politique, aider le Liban qui aide la Syrie, et développer la solidarité internationale. Ce qui passe maintenant, c'est contre les droits humains, contre la Convention de Genève, contre les conventions européennes, contre l'esprit de l'Union européenne et contre aussi les valeurs de la Révolution française. Et aussi, je vais vous rappeler, ce n'est pas nouveau pour vous la solidarité en France. Vous avez reçu en 1914 1 million de Belges. Vous avez reçu en 1936 500 000 républicains de l'Espagne. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, 12 millions sont allés aux États-Unis. La Tchécoslovaquie et la Pologne ont chassé 5 millions d'Allemands qui sont allés en Allemagne. Ces mécanismes existaient chez vous et vous avez vécu ça. Il faudrait, à mon avis, dans un seul monde, qu'il y ait une répartition juste des richesses, qu'il faut développer la solidarité et il faut, en attendant, que ces réfugiés, maintenant, qui meurent dans la mer, il y a 30 000 Syriens qui ont failli être noyés. Il y a 5 000 qui sont morts dans la mer. Aujourd'hui, dans Libération, il y a des statistiques sur 1000 enfants, je crois, qui sont morts. C'est inhumain. Et même certains responsables en Europe qui demandent qu'on bombarde les bateaux qui transportent ces réfugiés. C'est honteux, tout ça. Moi, d'habitude, quand je fais une intervention, je raconte toujours une blague. Parce que la tradition, quand quelqu'un, un arabe qui parle, c'est toujours détendu, sérieux, il veut changer le monde dans son intervention. Alors on essaie d'être à l'aise, d'échanger. Je raconte une blague. Je termine par une blague. Quelle est la définition du consultant international? Il y a un consultant international qui va au sud du Liban. Tu connais cette blague, Jean-Paul? Oui. Il demande au berger, si je te dis combien de moutons tu as, tu me donnes un mouton? Je dis oui. Il prend son computer. Qu'est-ce qu'il y a, combien de moutons dans le monde? Dans le monde arabe, au Liban, au sud du Liban, tout ça, là où il est, lui, tu as 75 moutons. Donne-moi un mouton. Il prend ça. Alors le berger lui demande, si je te dis
quelle est la définition du consultant international? Tu me rends mon mouton? Il dit OK. Il dit c'est quelqu'un qui vient sans qu'il soit invité. Deuxième chose, il nous donne des informations qu'on connaît. Troisième chose, tu as pris mon chien, rends-moi les chiens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On passe à la partie débat avec vos questions. Il y a sûrement un micro quelque part. Voilà, merci. C'est là. Oui, je précise tout de suite, il faut parler dans le micro parce que nous avons un enregistrement. Comme ça ? Voilà. Bon, merci beaucoup, monsieur. Bon, moi, j'habite en Rhône-Alpes. Quand je passe à Paris, je passe par ici. Alors, réfugiés pour les Syriens, il y a peut-être des possibilités. Dans ma Savoie profonde, là, j'ai une copine qui a une grande maison. Pour l'instant, elle dit que j'aimerais bien recevoir une famille syrienne. Alors, évidemment, il y aurait le problème de langue. Il y aurait ça serait bien que des familles parrainent, je pense, une famille syrienne, parce qu'on ne peut pas les lâcher, excusez-moi du terme, n'importe où. Alors, au niveau de l'emploi, je pense qu'il y aurait des choses à faire. Alors, moi, je suis écologiste, mais il y a des choses à faire dans l'agriculture, dans l'écologie. Mais je pense que la famille d'accueil française qui prendra en charge une famille syrienne, ça serait mieux, cette personnalisation. Qu'en pensez-vous ? Comment mettre en lien donc, ma copine avec une famille syrienne ? Tu prends des questions? Plusieurs, oui, si vous voulez, oui. D'autres questions? On va essayer d'en regrouper 3-4. Oui, moi je vais poser une question sur les réfugiés palestiniens. Quelle est leur situation en ce moment au Liban? Sachant que certains camps ont été créés en 1947. Et ils reçoivent en plus l'afflux de tous les Palestiniens qui étaient réfugiés une première fois en Syrie et qui sont à nouveau réfugiés au Liban. Et qu'est-ce qu'on peut faire? D'autres questions, je vous en prie? Oui, juste une petite question. Il y a certaines femmes politiques, plus particulièrement, qui disent qu'il faudrait aider les pays limitrophes de la Syrie afin de garder les réfugiés chez eux. Quelle est la réponse que vous pouvez apporter à cette tendance-là? Merci. Peut-être juste une précision sur la question de Marie-Claude. J'étais il y a quelques jours en Bretagne et on avait un débat autour d'un film, le film Myland de Nabil Ayouch. Et il y avait un groupe de jeunes palestiniens du Liban, de Ain el-Helwé, et qui nous ont dit qu'ils étaient, ils n'ont pas utilisé le terme submergés, mais enfin quasiment, 2 Palestiniens de Yarmouk, qui ont fui évidemment Yarmouk, surtout après la prise du camp par des éléments proches de Daesh, et donc ils ont dû pousser les murs, quoi, pour essayer d'accueillir. Alors là, ça joue sur des solidarités nationales aussi. Mais enfin, bon, c'est quand même un paradoxe de voir que ceux qui sont déjà dans des situations terribles de réfugiés, Ain el-Helwé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 120 000 personnes aujourd'hui avec les réfugiés syriens. Donc eux accueillent et nous, on se dispute, comme on le disait, pour... voilà. D'autres questions ou bien vous voulez répondre maintenant? Madame? Bonjour. Vous avez parlé qu'en attendant la solution politique, il faudrait un plan national pour le Liban qui coordonne tout ça. Selon vous, qui et comment pourrait se faire? Comment pourrait se faire ce plan national? À vous. Oui, je crois, madame, tout à fait d'accord avec vous. C'est une bonne initiative. Il faut à la base développer ce genre d'initiative et montrer combien les gens sont bons. Le peuple français, c'est un peuple gentil, accueillant et tout ça. Il faudrait développer, et que ce genre d'initiative peut-être peut aider les politiciens à être mieux avec eux-mêmes déjà. À mon avis, il faut. Je sais qu'ici en France, il y a une ONG, et là je salue franchement les initiatives comme ça d'ONG, des personnes qui reçoivent ces réfugiés. Mais malheureusement, à Calais, par exemple, il y a 6 000 réfugiés. Ce ne sont pas des Syriens, des Nigériens et d'autres, mais il y a seulement 40 toilettes. Et ici, à Paris, il y a 1000 réfugiés syriens. La situation est misérable.
ici à Paris. Alors je crois, et moi je viens de Grenoble, je fais là-bas 2 conférences, et j'ai vu que les villages presque vides. Oui, franchement, ça, à mon avis, et il faut peut-être... il a publié, une ONG qui a publié, je crois, une brochure en arabe pour les réfugiés, comment il faut procéder avec l'administration et tout ça, avec des photos et tout ça. Et, je ne sais pas, Virginie, si tu connais le nom de cette ONG, je t'avais demandé de faire une copie. C'est vrai. C'est le Routard, en fait. Oui, oui. 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 Alors ça, à mon avis, ça, c'est le genre d'initiative qu'il faut développer, je crois. Et vous allez découvrir que les Syriens sont très habiles, ils travaillent bien, très gentils. Et nous, au Liban, et là, je vous remercie pour cette... Alors, pour Marie-Claude et Dominique, il a donné quelques informations là-dessus. La situation des Palestiniens est pire que les réfugiés palestiniens. Parce qu'il n'y a pas de programme. Il y a l'ICRC qui travaille un peu, le Croix-Rouge international. Il y a près de 50 000 réfugiés palestiniens au Liban. Il y a 49 000 Libanais qui vivaient en Syrie qui sont revenus au Liban. Mais je donne un exemple comment est la situation, comme a dit Dominique. À Bourj el-Brajni, les coins de Bourj el-Brajni, il y a une famille de 12 personnes. Le père ne travaille pas. Il reçoit 20 du camp de Yarmouk. Dans 2 chambres, ils sont 30. Ils font du stand-up pour dormir. Les toilettes, les structures ne sont pas suffisantes pour l'eau. Et pour dormir, là, les femmes dans une chambre et les enfants et les femmes dans l'autre chambre. C'est ça la situation. Et là, je suis d'accord avec toi que la situation des Palestiniens est... Et là, comme je l'ai dit, au niveau de l'aide, il y a ce qu'on appelle le donneur fatigue. On ne donne plus d'argent. Alors, pour cette question, c'était quoi la volonté de cantonner les réfugiés autour de la Syrie. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, Erdogan est très intelligent. Il est venu à Bruxelles. Il a le droit, comme membre de l'OTAN, d'inviter les membres. Il a pris 1,5 milliard, là, ils vont lui donner. Il dit, ou vous me donnez de l'argent, ou je vous envoie les réfugiés chez vous. Et maintenant, ces gouvernements, pour éviter que ces réfugiés viennent ici, on vous donne de l'argent aux pays voisins de la Syrie. Il y a cette idée. Alors, évidemment, mais pour moi, je crois que quand il y a un malheur, il faut quand même partager. Au Liban, franchement, imaginez votre frère, vous avez un appartement, il vient chez vous à la maison, il reste 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, ça va, mais après, vous voulez vivre votre vie. Et il faut voir aussi quelles sont les conditions des Syriens qui vivent au Liban. Ils vivent dans des garages, dans des camps, 5 tentes et plus. Situation insoutenable. Alors, c'est beaucoup pour... Mais c'est ça, réfléchissez, un pays en état de crise depuis 40 ans, il y a 1,5 million, et ici, il y a 500 millions où on évite que ces gens viennent s'abriter, je ne sais pas pour combien de temps. Alors, évidemment, c'est bien d'aider les pays voisins, c'est bien. Et surtout, maintenant, il faut parler de développement. Parce que l'urgence, c'est pour combien? Pendant la guerre de 2006, l'invasion israélienne, ça a duré 33 jours. Ça fait 5 ans. Ce n'est plus de l'urgence, c'est le développement. Et ils vont rester encore 5 ans. Oui, voilà, c'est bien d'aider, c'était une bonne idée. Alors, pour votre question, ce que j'ai dit, franchement, c'est de la théorie. Normalement, dans un pays, il y a un gouvernement, il y a la société civile, ils doivent avoir un plan. Au Liban, notre gouvernement, on n'a pas de président, le Parlement est paralysé, le gouvernement est presque paralysé au Liban. Mais moi, je dis, depuis le début de la crise, il faut que vous ayez un plan. Et nous, on a aidé à ce qu'il y ait un plan national. Et on dit qu'il faut aider les 1,5 million de Libanais avec 1,5 million de réfugiés syriens. Mais même le gouvernement ne facilite pas l'arrivée de l'aide. Et l'aide qui arrive, le gouvernement qui était avant, on n'a pas voulu donner de l'aide parce que Hezbollah était dedans. Maintenant, il y a tout le monde, Hezbollah est dedans, on accepte de donner de l'aide. Il y a maintenant 14 millions pour les gouvernements libanais qui sont bloqués à cause de la paralysie du gouvernement. Mais en théorie, au début, le gouvernement libanais a choisi ce qu'on appelle la neutralité vis-à-vis de la crise syrienne. Alors, ils n'ont pas beaucoup agi. Mais normalement, quand il y a une situation comme ça, aucune organisation de l'extérieur n'est capable de gérer cette situation.
parce qu'il y a tellement de gens, il faut que les structures locales fonctionnent, les municipalités, les ONG, les ministères. Et je sais qu'il y a corruption au Liban. Il faut envoyer des cadres dans ces milieux, contrôler, mais il faut travailler avec les structures existantes. Il y a déjà un progrès à ce niveau, mais je ne sais pas ce que je veux dire des politiciens. Je disais là, j'étais récemment au ministère des Affaires étrangères, il y avait une conférence sur le dérèglement climatique et l'action humanitaire. Je dis, ils sont des hypocrites et des menteurs. Alors, chez nous au Liban, les pires de politiciens dans le monde. Mais là, en théorie, c'est ça. Il faut qu'il y ait un plan national, un plan d'urgence national, avec le soutien des ONG locales, avec le soutien de l'HCR, des Nations Unies et des ONG internationales. Il y avait, je crois que... Vous vouliez... Oui. Juste une précision, parce qu'on a mal compris à un moment donné. Il y a 350 000 réfugiés palestiniens au Liban. Hein. Les chiffres au Liban, c'est un point de vue. Oui. Chacun dans sa poche. Mais le chiffre... Même il y a deux ministres, là, comme on est tous deux, chacun a un chiffre dans sa poche. Mais en principe, on dit à 400 000. Voilà, bon. Il y a 400 000, mais à mon avis, il y a moins. Oui, c'est ça. L'UNRWA, dans ses statistiques publiques, dit 350 000. Quoi. Oui. Voilà. Et autre chose, je voulais ajouter, peut-être c'est pas politiquement correct de dire ça, mais les Libanais sont d'autant plus remarquables, je ne parle pas du gouvernement, de la classe politique, que pendant des années, ils ont subi une forme d'occupation syrienne sur une partie du pays qui avait entraîné des ressentiments assez forts. Et donc, le fait aujourd'hui de passer au-dessus de ces ressentiments pour accueillir à peu près correctement, je parle dans la mesure du possible, les réfugiés syriens, c'est aussi quelque chose de tout à fait remarquable, quoi. C'est pas des frères qu'on accueille, c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Vous savez, là, vous, en Occident, vous êtes une société rationnelle. C'est 1 + 1, ça fait 2. Et quelqu'un qui visite notre région pendant 10 jours, il vient ici, il fait un livre et tout le monde lit ce livre et c'est la réalité. Il y a De Gaulle, il a dit qu'il ne faut pas aller en Orient avec des idées simples, tu vois, c'est très compliqué. Et moi, je dis à propos du Liban, plus on connaît, moins on comprend. Mais ce qui se passe au moins dans la région montre combien la Syrie est importante dans le monde arabe. Tout a foiré. Mais regardez, pour te répondre, enfin, on est tous des Syriens dans la région. C'était la Syrie, toute cette région. Les familles sunnites au Liban, tu sais comment elles s'appellent, les familles sunnites? Dimashqi, Damas, Shami, Damas, Homsi, Halabi, Hamawi, Laviqi. C'est ça les familles sunnites. Les maronites sont venus de la Syrie. Le Saint Marmaron est venu de la... C'est une région, c'était toute la Palestine, la Jordanie, le Liban. Et c'est un seul pays, tout ça qu'on a. Ça explique qu'on a... Oui, longtemps, mais on est ensemble. Alors, ce qui fait que c'est aussi, vous, comme je l'ai dit, vous avez l'état de droit et vous avez le respect des droits de l'individu. Nous, on n'a pas ça, mais on a une chose formidable. C'est cette hospitalité, ces valeurs morales. Et c'est ça qui a protégé la société chez nous. Tout de suite, vous accueillez. Et ça explique pourquoi ils sont là. Mais aussi, les Syriens, les Libanais sont les Syriens, ne peuvent rien faire. Hein. Vous, au Liban, les constructions, l'agriculture, même le nettoyage et tout ça, ils font, comme vous en France, où maintenant, vous voyez qui fait oui, les Syriens au Liban, ils font tout. Et même pendant la présence syrienne au Liban, les concierges, par exemple, dans tous les immeubles du Liban, il y a souvent un concierge syrien. Ils font un bon travail, assidu, ils ne profitent pas de... Non, ça c'est au niveau, je parle de la tradition. Alors on a des valeurs morales. Et ma définition pour le Liban, c'est un pays très beau qu'on pollue. Tu connais le Liban. Et les Libanais sont très forts. Mais souvent, ils utilisent des moyens illégaux pour se débrouiller. Et même les problèmes de corruption en France avec le président, derrière, toujours, il y a un Libanais. Oui, je peux vous citer le nom même. Mais depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, on n'a pas eu une classe politique à la hauteur du Liban. Vous savez, le Liban, c'est le pays
de ressources humaines par excellence. Mais on a réussi sur le plan individuel et non pas sur le plan collectif. Et c'est le sens pour lequel on a choisi à Amel la pensée, le slogan la pensée. Comment tout le temps on dit je. Ma famille est la meilleure, mon parti est le meilleur, ma confession est la meilleure, le Liban est le meilleur, ma région est la meilleure, et l'autre ne vaut rien. C'est ça, en Occident, vous avez réussi, vous savez, quoi de formidable, c'est de reconnaître l'existence de l'autre, de dialoguer avec l'autre et travailler en équipe. Chez nous, c'est le moi. Il faut apprendre à dire nous. Et là, justement, à Amel, le sens d'avoir choisi ce slogan, la pensée positive et l'optimisme permanent, comment peut-on travailler ensemble? Et moi, si vous restez, je ne sais pas combien de temps qu'on discute au niveau du travail, je ne dis jamais du mal de qui que ce soit, exprès. Comment découvrir chez chacun l'aspect positif et non pas l'aspect négatif. Et il y a même une blague aussi à propos du Liban. Le bon Dieu a créé le pays le plus beau du monde, c'était le Liban. Alors les habitants d'autres pays ont protesté. Bon Dieu, c'est injuste. Pourquoi le Liban c'est aussi beau et nos pays ne sont pas aussi beaux que le Liban? Alors le bon Dieu était convaincu. Pour corriger ce qu'il a fait, il a créé les Libanais. Alors à chaque fois que je racontais cette blague à des ambassadeurs, tout ça, ils me répondaient, il a créé les voisins du Liban et il voulait la Syrie et pas Israël, tu vois encore. D'autres questions? Oui, je vois une main là-bas. Bonjour, moi c'est par rapport plus aux politiques. Enfin, moi je suis assez outré, estomaqué par le peu qui est fait du coup par notre classe politique. Et je voudrais savoir un peu quel est le rôle des ONG, quelle est la capacité de pression, de lobby qu'ont les ONG pour essayer de faire changer un peu les politiques qui du coup ont réellement le pouvoir. Donc voilà, qu'est-ce que vous mettez en place, qu'est-ce qui est mis en place de ce côté-là? Merci. Vous voulez répondre, oui? S'il y a d'autres questions. Ou d'autres questions? Merci beaucoup, Kamal. Avec votre grande sagesse, est-ce que c'est possible de dire quelque chose sur une solution politique? Parce que vous avez une grande sagesse. Oui. Vous avez cité à juste titre les accords de Genève et d'autres accords européens. Je pense qu'il faut dire un mot sur Dublin 3, parce qu'on voit beaucoup de réfugiés qui arrivent en France, syriens ou pas, qui se présentent comme demandeurs d'asile et à qui on dit écoutez, merci beaucoup, mais présentez-vous dans le pays d'Europe par lequel vous êtes entrés. Donc ils vont en Grèce ou ils n'y vont pas. Et s'ils n'ont pas l'asile, ils deviennent des sans-papiers qui campent par exemple à la porte de Saint-Ouen, pas très loin d'ici à Paris. Donc un mot sur Dublin 3, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut abolir ce genre de choses. Oui. Oui, c'est une question très importante ce que vous avez posée. D'abord, la société civile au Liban est très forte. Par exemple, on a un exemple concret pour montrer ça. On a 860 centres médicaux et dispensaires au Liban. 760 appartiennent aux ONG et sont au secteur public. Alors ça vous donne une idée. Et ce qui a protégé la société libanaise pendant l'occupation israélienne et ces ans de guerre civile, c'est la société civile. L'effritement de la société. Et je me rappelle un diplomate français qui venait au Liban pendant la guerre civile et l'occupation israélienne. Et il est revenu après l'accord de Taïf. On est très amis. Il me dit, Kamel, mais c'est fini là, tu peux aller n'importe où? Je dis oui. Alors il a dit un mot que je répète comme ça, comme je l'ai fait maintenant. Au Liban, il y a de la violence, mais il n'y a pas de haine. Alors, le Liban, c'est pour moi les laboratoires de la région et les miroirs de la région. Un médecin, s'il ne fait pas un bon diagnostic, il ne peut pas donner un bon médicament. Alors, il faut savoir, moi, par exemple, ça fait 41 ans que et moi, je suis le centre des ONG. Je peux, moi, j'ai déjà beaucoup fait la société civile. Mais il y en a 7 leaders au Liban, 7 leaders, dont les partis sont derrière. Hein. Vous savez, il y a des partis politiques, on est élus, mais les leaders sont plus forts que et ils ont du fric et ils sont soutenus par des forces de l'extérieur. Et souvent, ils travaillent pour l'intérêt de l'extérieur et non pas pour le pays. Ce qui fait que les changements au Liban, d'abord, ce n'est pas permis qu'il y ait une démocratie au Liban s'il n'y a pas autour du Liban la démocratie. Et même pour Israël, Lieberman, il a menacé d'expulser 1,5 million de Palestiniens de 48. La moitié viendront au Liban.
Alors, il n'y aura pas de stabilité au Liban s'il n'y a pas une solution juste au problème palestinien. Mais ce qui arrive maintenant, c'est formidable. Ça montre combien cette société est active et vivante au Liban, la jeunesse. Et c'est non confessionnel. Mais il faudrait, et là je sais, nous on est partie intégrante de ce mouvement, les jeunes de Amel participent, et moi je dis maintenant, l'avenir c'est pour les jeunes, comme je l'ai dit, et on laisse les jeunes. Et Amel maintenant, ce sont les jeunes qui dirigent Amel. Anna, j'interviens quand il y a un problème, mais il y a Virginie ici, et même on a une vingtaine d'occidentaux occidentaux qui travaillent à Amel, et je dis c'est comment développer l'humanité de l'être humain sans tenir compte de son appartenance politique, religieuse ou géographique. Aucun de nous n'a choisi sa famille, sa nationalité, sa religion. Ce sont des choses qu'on a héritées. Ce que nous pouvons faire ensemble, c'est le vrai défi. Alors, c'est bien ce qui arrive maintenant. Mais si on fait un mauvais diagnostic, on arrive à un mauvais résultat. Beaucoup de ces jeunes qui font ça avec beaucoup de sincérité croient qu'en faisant une manifestation, c'est un régime qui est très fort. Vous savez, les changements dans un pays proviennent après une crise économique, une occupation, une guerre civile, un tremblement de terre. Au Liban, on a eu tout ça et le changement ne s'est fait pas. C'est un régime qui est très fort. Alors, il faudrait au moins, et c'est ce qu'on essaie de... Si cette jeunesse, au moins, proteste et démasque la corruption de la classe politique et qui sont dans la rue, au moins, c'est un contrôle. Et c'est considéré avant cette classe politique comme des saints. Alors, on leur a dit, vous êtes des voleurs. Tout le monde leur dit des voleurs. Et même, il y a un responsable libanais, il a dit, s'il n'y avait pas le système confessionnel, il serait venu dans nos maisons, nous étouffer dans notre appartement. Il y a un système confessionnel, il y a un accord entre les chefs des communautés confessionnelles au nom des confessions, aux dépens des confessions. Alors, ce qui arrive maintenant au Liban, c'est très bien. Il faudrait qu'on essaie de continuer. C'est un processus, mais il faudrait savoir, comme je l'ai dit, le Liban, c'est les laboratoires et de la région, les miroirs de la région. Alors, tous les conflits sont dedans, au Liban. On a tous les services secrets du monde sont au Liban, tous. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine stabilité au Liban. D'abord, il y a la théorie du refuge. Il faut que les réfugiés, comme nous, pendant la guerre civile israélienne, on pouvait aller en Syrie, à Chypre et en Jordanie. Il faut que les Syriens qui puissent venir dans un endroit au Liban. Mais aussi, il y a la communauté internationale, et que les services secrets, il faut qu'ils aient un droit pour travailler. Alors, il faut, ils sont libres. Mais c'est bien. Ce qui arrive au Liban, c'est la situation est très forte. La plus forte dans le monde par rapport au nombre d'habitants. Alors, il y avait une question sur... la solution... Avant, il y avait... Non? Political solution. Oui, la solution. Oui, oui, Phyllis, oui. À mon avis, il y a un processus qui s'est déclenché. Parce qu'on a découvert que c'était impossible qu'il y ait une victoire d'un camp. Tout le monde est convaincu. Alors, on essaye maintenant, à mon avis, les Syriens, les Russes et les Américains, il y a une certaine entente entre eux. Mais sur le terrain, chacun essaie de montrer qu'il est le plus fort. Alors, à mon avis, s'il y a une solution politique, mais qui n'est pas pour demain, mais avant ça, il y aura beaucoup de sang. Chacun essaie sur le terrain d'avoir des rapports de force en sa faveur. Alors, vous voyez, chaque jour, on essaie d'un côté d'avancer, de l'autre, et on envoie des armes et tout ça. Et ce qui se passe en Syrie, au début, c'était un mouvement révolutionnaire. Et tous les régimes arabes ne sont pas démocratiques. Il faut les changer. Mais le changement doit arriver à travers le peuple et non pas les forces de l'extérieur. Maintenant, ce qui arrive là-bas, c'est une guerre planétaire. Tout le monde est dedans. Tout le monde est impliqué. Mais je crois, Anam, il y a un processus politique qui s'est déclenché. Alors, ça prend combien de temps, je ne sais pas, mais c'est dans cette... Oui, je suis d'accord avec vous. Je crois... l'idée... vous savez, les lois... maintenant, j'entends beaucoup, on fait une distinction entre migrants économiques et réfugiés. Et sur ce discours, beaucoup de gens disent « c'est un migrant économique, il ne faut pas le prendre, ou c'est un réfugié, les droits d'asile, et comme vous dites, les difficultés qu'on a, il faut revenir et tout ça. » Et même pour Schengen, et qui voulait construire des murs, vous avez vu là récemment, le mur qu'on voulait construire. Non, à mon avis, maintenant, je suggère qu'il y ait comme ça, je sais qu'il y a 70% d'alliés français,
malheureusement, qui sont contre un peu de recevoir des réfugiés. Mais à travers des initiatives comme ça, et vous savez, c'est toujours comme ça, les initiatives qui jouent un peu le rôle de catalyseur, et c'est contagieux. Il faudrait que chacun de nous, là où il peut, qui donne l'exemple. Et les médias, chez vous, c'est plus important que chez nous. Il faudrait, à mon avis, et aussi montrer au niveau des lois ce que nous faisons. Et même, j'aurais une idée, et il y a même des avocats avec lesquels que je connais, qu'on travaille dessus. Ces familles qui ont perdu certains de leurs familles, qui portent plainte contre les gouvernements quand ils étaient dans les territoires de ces pays parce qu'on ne répondait pas à la protection de la vie et en amont contre les morts. Il faut, ça c'est dans les lois, comme je l'ai dit, la Convention européenne l'article 2, et même avant la Convention de Genève. Et même dans chaque pays, ne pas porter secours à quelqu'un en état de danger, aussi c'est contre les lois. Il faut des juristes, à mon avis, à ce niveau, et comment on peut faire pression sur les politiciens. Merci beaucoup. D'autres questions ou d'autres opinions? Un ange passe. Je vous en prie. Non, ce n'est pas une question, c'est une remarque. Bon, le docteur nous a fait un tableau de la situation et du terrible problème que représentent les réfugiés. Mais il y a un petit point dont il n'a pas parlé, qui me paraît quelque chose de très important, on ne pouvait pas parler de tout, c'est que naît chaque jour au Liban un nombre important d'enfants de réfugiés et qu'une bonne partie de ces enfants n'ont pas d'existence juridique. Ils ne sont immatriculés ni comme Syriens, ni comme Libanais. Donc ce qui sera aussi pour plus tard un grave problème, d'autant plus que, comme vous l'avez dit, ces enfants n'auront pas été instruits. Oui, il y a eu jusqu'à maintenant, depuis le début de la crise syrienne, 60 000 naissances au Liban d'enfants syriens. 60 000. Normalement, ils doivent être enregistrés en tant que Syriens à l'ambassade. Et à mon avis, ça se fait, à mon avis. Beaucoup ne veulent pas y aller. Oui, oui. Le Liban, il a fait quelques restrictions pour l'arrivée des Syriens, parce qu'avec tous ces nombres, vous savez, imaginez à un moment donné, en Syrie, on fait le service militaire. Imaginez sur les 1,5 million, il y a combien de militaires si un jour ces Syriens, ils vont faire au Liban aussi de problèmes sécuritaires, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire si on veut les utiliser dans ces domaines. Mais alors, on a maintenant, par exemple, imposé que chaque Syrien paye pour faire ses papiers $200. C'est ça, Virginie n'est pas là. $200. Alors, ils n'ont pas cet argent. Ce qui fait que maintenant, beaucoup de Syriens ne circulent pas au Liban. Ils n'ont pas l'argent pour payer, pour faire les papiers justificatifs à la Sûreté Générale. Et nous, l'enfant qu'on traite qui est aveugle, on doit passer de Marjayoun vers la Bekaa. Il y a des checkpoints de l'armée libanaise. On les emmène dans nos ambulances, comme ça on peut les faire passer, parce qu'ils n'ont pas le papier justificatif. Oui, vous savez, il y a, comme je l'ai dit, je ne peux pas dire plus, catastrophique et explosif. C'est une situation, il y a de trop. Regardez, quand on voit, ici on parle de, ça fait combien de discussions en Union européenne pour recevoir 124 000 Syriens. Vous vous rappelez combien de temps on parle de ça? Et 124 000. Et nous, on a 1,5 million. Et après, on nous dit, vous ne respectez pas on nous donne des leçons de bonne conduite, les lois et tout ça. Non, c'est une situation je peux pas, catastrophique et explosive. C'est ça. Oui, mais justement, ça prouve que combien on est intégré. Justement, quand je vois beaucoup d'amis qui viennent au Liban, et quand ils sont dans la rue, regardez que 50 000 voitures syriennes à Beyrouth. Mais oui, il y a aussi un aspect positif qu'il ne faut pas. Il y a aussi des riches Syriens qui ont acheté beaucoup d'appartements. Surtout les familles chrétiennes qui sont venues au début, ils ont acheté des appartements et tout ça. Et
de l'argent qui est arrivé au Liban aussi, des riches Syriens, dans la banque centrale. Certains parlent, je sais pas, de 5 milliards. Alors, l'économie libanaise, selon la Banque mondiale, a perdu en un an 7,5 milliards de dollars à cause de ce poids. Même l'infrastructure a subi en 3 ans ou 4 ans, là ça fait 5 ans, ce qu'elle devrait subir en 25 ans au Liban. Notre structure, l'électricité, l'eau, les routes et tout ça. Donc c'est une situation, évidemment il y a des problèmes. Mais justement j'étais récemment avec Guterres, le responsable de l'HCR sur le plan, et Madame du PNUD, Clark, on était ensemble. Et quelqu'un disait, mais il parlait comme ça de ces petits problèmes. Alors Guterres, il était Premier ministre au Portugal, il a visité Amel, je ne sais pas, 4 ou 5 fois déjà. Et j'ai reçu aussi récemment Steinmeier, le ministre des Affaires étrangères dans le centre Amel, dans la banlieue sud. Il me dit, heureusement qu'il n'y a pas plus de problèmes. Comme ça, à la Réunion, il y avait tout le monde, heureusement. Mais imaginez, vous savez maintenant, ça veut dire savoir une chose. Les Libanais achètent maintenant la carte d'identité syrienne, ils payent $5,000 pour pouvoir venir quelque part. Les Libanais, à Tripoli, dans le nord. Et maintenant, on a mis quelques maires en prison au Liban parce qu'ils font des papiers falsifiés. Des Libanais qui demandent d'avoir une carte d'identité syrienne parce que chaque jour, il y a 3 bateaux qui partent du port de Tripoli vers de la Turquie avec 300 personnes dessus chaque jour. Et vous voyez combien est la situation. Mais imaginez autre chose. Quelqu'un qui prend la mer, mettez-vous seulement à sa place. Pensez que c'est votre frère ou votre soeur ou votre voisin qui accepte d'aller dans la mer. Et il y a un risque de mort. Avec sa famille, ses enfants, sa femme. Imaginez comment est sa situation là où il était. Qu'est-ce qu'il a perdu? Sa maison, quelqu'un de la famille. C'est un enfer. Il accepte de prendre les risques de mort dans la mer pour au moins il y a un espoir qu'il puisse arriver. Et il y a déjà 5 000 qui sont morts. Alors, les statistiques, c'est 3 000 et quelques. Je crois que c'est 5 000. Il y a 30 000 Syriens qui ont eu le risque de noyade. Alors, il y a maintenant 5 000 qui sont. Moi, j'avais, Kamel, juste des petites questions. Tu as partiellement répondu déjà, mais comme tu circules beaucoup dans les organisations internationales et que tu fais beaucoup de conférences, des réunions, etc., j'aurais voulu que tu nous dises un petit peu, selon ta propre analyse, est-ce qu'ils t'écoutent déjà, qu'est-ce qu'ils entendent et quelles conséquences ils en tirent. Voilà, si tu as des choses à nous dire là-dessus. Également, j'aurais voulu savoir si tu avais un peu des choses à nous dire sur peut-être des nouvelles coopérations entre ONG libanaises et européennes ou pas. Ou est-ce que ça, c'est au point mort? Est-ce que c'est bloqué? Et qu'est-ce que tu en penses? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Et après, juste par rapport à la situation au Liban, tu en as parlé un petit peu aussi par rapport à la jeunesse, mais suite au sursaut citoyen qui était un peu inédit au Liban à cette rentrée-là en septembre 2015, est-ce que tu penses que ça va porter ses fruits? Est-ce que ce mouvement perdure d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'il y a eu une forme d'organisation, de contre-pouvoir ou pas, en plus de la société civile? Voilà, si tu peux nous dire un mot là-dessus, ce serait super. Merci de très bonnes questions et intéressantes. La première, oui, je mène une grande campagne pour que l'Europe reçoive 1 million de réfugiés. Et nous, on est en contact quotidien avec beaucoup d'organisations internationales. Et Amel est membre de l'HCT, Humanitarian Country Team, c'est-à-dire on se réunit régulièrement avec les représentants des Nations Unies à Beyrouth. Et aussi, on est souvent au sommet mondial humanitaire et tout ça. En général, Chloé, il y a un discours d'un côté et la réalité de l'autre. Le discours est très bon. Droits de l'homme, dignité, partage, tout ce qu'on veut. On avance. Je ne dis pas que même après ce drame de l'enfant Ilan, quand même, il y a un réveil de la conscience. Et moi, ce genre d'initiative qu'il faut encourager. Au niveau des gens, pour les organisations internationales aussi, on essaye. Mais franchement, je te dis que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Même au sommet mondial, nous, on est dans les groupes thématiques. Virginie, au moins, on participe à toutes les réunions. Et j'étais récemment à Genève. J'essaie de faire avancer un peu. Personne ne veut parler de la Palestine, par exemple. Ah ben, personne.
Alors moi je leur dis, alors ils applaudissent, même les ministres des Affaires étrangères arabes, hein. J'étais à la mer Morte récemment, aucun mot sur la Palestine, aucun mot. Aucun mot sur le double standard, aucun mot sur les drames. Vous savez, là, dans le monde, comme M. Mitterrand, en 1995, il était à Copenhague, votre ami. Alors, je me rappelle, là, si vous permettez que je cite ce que vous m'avez dit quand il était avec le président Mitterrand en Palestine, l'ambassadeur d'Aragon. Vous permettez que je cite ça? Et il a dit, j'allais en Israël, le pays le plus fort. J'ai vu le stress dans leurs yeux, dans Marie-Claude, dans tout ça. Et les Palestiniens qui sont occupés, qui vivent dans la détresse, l'espoir dans leurs yeux. C'est moi qui disais ça, c'est pas lui. D'accord, ça va alors. Monsieur le Président. Alors, oui, alors, Monsieur Mitterrand, en 1995, au sommet de Copenhague, le sommet social, il a dit, dans le monde, c'est la loi du plus fort. Et que nous, on refuse d'abandonner à nos enfants un monde dont on n'aime pas y vivre. Depuis, à l'époque, il y avait 10 millions de réfugiés. C'était le sommet social pour résoudre les problèmes sociaux. Et ils voulaient que les pays industriels payent 0,7% de leur PIB au pays. Maintenant, il y a 60 millions de réfugiés. Avec le discours de droits de l'homme, des Nations Unies de développement durable, 60 millions de réfugiés. Jamais dans le passé. Et l'argent diminue pour les... Alors, vous savez, il y a combien? 20 ans de ça. La situation s'est empirée. Et je me rappelle, quand il y avait des tsunamis en Asie, un responsable de l'HCR, un ami à moi, il m'a dit, heureusement qu'il y a eu le tsunami, comme ça on a pu avoir nos salaires. Alors, non, on essaie. Non, tu sais, moi je crois que les gens sont honnêtes a priori. Et il faut dialoguer avec eux. C'est ce que nous essayons de faire. Et créer des amitiés. Et de faire passer des idées. Partout. Parce que comme j'allais dans un seul monde, il faut qu'on travaille ensemble. Et le Nord, les Américains qui font beaucoup de problèmes pour l'Europe. Alors l'Europe subit aussi avec les Américains comme nous subissons aussi. Mais quand même, c'est l'Occident qui mène. Mais il faut qu'on travaille ensemble, mais d'égal à égal. Et justement, on crée des partenariats, ça, le Nord-Sud, par exemple, avec Médecins du Monde et Amel maintenant, on travaille avec nous dans 4 centres et on a une expérience pionnière. Comment travailler, et non pas les néocolonialistes toujours nous apprendre comment il faut travailler. Avec Medico, une ONG allemande, on travaille ensemble. Avec ADRA, une ONG japonaise et danoise, on fait et beaucoup d'ONG comme ça. On essaye de travailler comme ça et d'égal à égal et jouer le rôle de catalyseur, faire pression sur les autres. Alors, concernant la jeunesse, si ça va durer, j'espère. Mais dans nos sociétés, c'est une société, comme je l'ai dit, où on change le monde en une journée, sinon on arrête de travailler, on commence à critiquer. Je me rappelle quand on a fait, quand il y avait la révolution en Égypte et en Tunisie, au Liban, on a essayé de faire chuter le système confessionnel. Et je me rappelle une jeune fille à la télé disait, si on reste 3, on va changer le régime. Mais on ne peut pas changer 3, on ne peut pas changer le régime. Et il faut qu'on travaille tous ensemble. Alors, est-ce qu'il y a cette stratégie des gens qui savent que c'est très difficile, qu'il faut travailler pour moi, la réforme, c'est comme l'éducation d'un enfant. On se marie, on est enceinte, l'accouchement, on fait l'éducation, c'est une génération. Et au Liban, il faudrait comme ça qu'il y ait un plan. Mais aussi, le changement vient à travers la gauche. Où est la gauche maintenant? Ça, il faut aussi... Les ONG, c'est bien, mais quelle est leur vision? De quel côté ils sont, quel est leur choix? Mais ce qui se passe est très bien. De toute façon, c'est sursaut que tu as appelé sursaut, est très bien. Au moins, ça démasque la classe politique et c'est une force de pression. On essaye ensemble que ça perdure. Tu vas trouver une troisième question, c'était sûr? Non, c'était ça. Merci. Oui. Arlette. Merci. Vous avez été assez virulent vis-à-vis de l'Europe qui montre une certaine frilosité quant à l'accueil des réfugiés
Et donc, par conséquent, j'aimerais savoir comment vous qualifiez l'attitude des pays arabes, certains pays arabes qui ferment hermétiquement leurs portes face aux réfugiés et se contentent de promesses de dons financiers. Oui, je suis d'accord, mais je l'ai dit d'ailleurs, je crois que ces pays qui ferment les frontières, il y a seulement le Liban qui a reçu 1,5 million, l'Égypte 132 000, et ils ont fermé, la Jordanie 600 000, comme l'a dit Dominique, et en Irak 214 000. Mais les autres pays, surtout les pays du Golfe, ils ferment leurs frontières. Mais ces régimes ne sont pas démocratiques. On parle de l'Europe parce que c'est un pays qui prétend appliquer la Convention de Genève, droits de l'homme, il y a l'esprit citoyen, il y a cette solidarité dont on parle, mais évidemment, je suis d'accord, tu m'as dit vous, moi je tutoie, on est des amis. Oui. Oui, je suis d'accord qu'il faut ouvrir. Et surtout qu'ils ont des responsabilités, ils paient de l'argent, ils envoient des armes, et tout ça, non, et encore plus. Mais ce ne sont pas des régimes démocratiques. Et, oui, bien sûr, il faut parler du problème. Mais vous voyez quelle est la politique maintenant, par exemple, comment le gouvernement français s'était, par exemple, à ce qui se passe au Yémen, des massacres chaque jour, parce que M. Valls récemment était là-bas, il dit, mais on a parlé de droits de l'homme au Yémen. Ne me parlez pas ça, je reviens avec 12 milliards, ça fait de l'offre de l'emploi en France, le reste, oui, ça, je m'en fiche. On est derrière l'Arabie Saoudite maintenant, malheureusement, c'est ça Il y avait des questions ici, j'ai vu tout à l'heure, oui, je vous en prie. Kamel, tu as évoqué l'ensemble des actions qui étaient faites par Amel au Liban, en particulier en direction des réfugiés. Après, moi, ce qui me semble vraiment essentiel sur le rôle d'Amel, c'est justement cette vision politique et cette vision non confessionnelle. Parce que clairement, au Liban, il va y avoir deux prochaines communautés, la communauté syrienne et bientôt aussi la communauté des employés de maison qui est en train de se stabiliser, d'avoir ses propres syndicats, ses propres lieux de sociabilisation. Et donc on va avoir un pays qui, en plus de ces nombreuses communautés, va en avoir deux de plus. Et que l'énorme enjeu, pour moi, pour Amel, c'est ce rôle de mettre en cause, ou en tout cas de remettre en question le confessionnalisme et le féodalisme à l'intérieur du Liban, qui est, à mon sens, un des éléments qui complique la vie au Liban. Après, sur la question des réfugiés en Europe, c'est est-ce qu'on a aujourd'hui en Europe des organisations de solidarité internationale qui posent le problème de la liberté de circulation. Pour l'appel à la manifestation du 22 novembre, un certain nombre de partis politiques, y compris classés à la gauche comme le Parti communiste, refusent cette notion de liberté de circulation. Est-ce qu'on a aujourd'hui des ONG qui vont travailler en Europe sur la question de la juste répartition des richesses, ou pour dire les choses plus clairement, de poser la question du rôle du capitalisme dans la misère du monde, dans l'exploitation des ressources et dans la création de conflits mondiaux, et que là où Amel, à mon avis, à mon sens, est un exemple, ou en tout cas une source d'inspiration, c'est sur ces deux pieds. D'un côté, une action concrète de solidarité sur le terrain, et de l'autre côté, une vision politique non confessionnelle et de solidarité de classe avec les plus démunis. Et c'est là où, à mon sens, le rôle d'Amel est particulièrement essentiel au Liban. Erwin était récemment avec Fanny au Liban. Ils ont visité le centre Amel et tout ça. Et je les remercie. Et Jean-Paul et Chloé qui sont venus avant, qui les ont envoyés. On attend Dominique maintenant. La Arlette, je pense qu'ils connaissent. Toi aussi. Hassan aussi, il connaît très bien, il est du Liban. Tu sais, là, il y a une jeune Syrienne qui est responsable maintenant de la communication à Amel. Zakia, qui était avec vous. Pourquoi elle est venue travailler à Amel? On a en Roumanie un centre, on a 600 femmes, syriennes et irakiennes, mais la majorité sont des syriennes. Ashton est venu les visiter, et d'autres ministres affaires étrangères. La première chose que nous faisons avec elles, c'est comment respecter leur dignité.
Je leur dis, Anna, d'abord de Amel, c'est comme une voiture. Il y a les chauffeurs, il y a les pneus, il y a le siège, il y a l'essence. Cette voiture ne marche pas sans tout ça. Et vous êtes par hasard des déplacés ou des réfugiés. Et par hasard, nous, on est là, mais on a été déplacés avant vous. Nous, ma maison familiale a été détruite 4 fois par Israël au sud du Liban. J'ai perdu mon fils aîné pendant la guerre. Alors, nous avons vécu ça. Mais on est tous des gens égaux. Alors, et vous savez, là, ils viennent quand même d'un pays autoritaire. On voit ça au Liban. On a une chose qui est formidable. On a beaucoup de défauts, mais on a les sentiments de se sentir libre. Se sont libres, on dit ce qu'on veut. Avec la liberté, on peut faire beaucoup. Mais si on avait la démocratie, et je crois que c'est ça, la solution dans le monde arabe, c'est la démocratie. C'est la démocratie, à mon avis, sur les traitements de tous nos problèmes. Alors, justement, Yanni, quand ces dames ou ces jeunes sentent qu'ils sont dignes, il faut voir combien de capacités ils ont et que vous voyez qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes. On a des groupes, des troupes musicales, on a un team de sport, de football. Ils font beaucoup de choses. Et la production, maintenant, on essaie dans tous les sens d'avoir des projets productifs qu'ils vivent de leur travail. Et on a remarqué quand la femme travaille, le mari respecte sa femme beaucoup plus parce que et maintenant, ces femmes travaillent, gagnent leur vie. Et il faut voir combien elles ont de capacités à découvrir. Et ça, je suis d'accord avec toi. Moi, je dis comme ça, à Amel, il y a 800 personnes. Au Liban, on a 6 000 ONG. S'il y avait au Liban 1000 ONG comme Amel, cela veut dire qu'on a 800 000 Libanais non confessionnels. Les changements viennent au Liban sans qu'on change les lois. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ment. On est en bon terme avec les chefs de la communauté, en bon terme avec les chefs religieux de la communauté, on est en bon terme avec les ambassades, et chaque jour, il y a un discours de liberté, de démocratie. Une fois, quand on a signé le livre sur ma biographie au Salon du livre français à Beyrouth, et un franco-irakien, l'ex-mari de l'ex-ambassadrice de l'Angleterre au Liban, mais là je dis ça entre parenthèses, il y a une ambassadrice qui s'appelle Frances Guy. Et moi, je l'avais conseillé d'aller dialoguer avec Fadlallah. C'est un homme de dialogue, un religieux, mais un homme de dialogue, toutes les religions et tout ça. Vous savez, quand il est mort, regardez la démocratie, en Angleterre maintenant, mais je peux parler d'autres pays. Mais elle a dit, c'est un homme de dialogue quand il est mort, on l'a chassé de son travail. Elle n'est plus ambassadrice. Elle a dit seulement que c'est un homme de dialogue. Elle n'est plus ambassadrice. Alors, sa fille a travaillé à Amel. Alors, son mari, quand on a fait la signature, ça, il m'a envoyé un mail. Et il m'a dit, Kamel, ça fait quand même 41 ans que tu travailles. Mais comment tu as pu résister aux tentations? Vous savez combien de tentations on a chaque jour? Des États, des partis politiques. L'USAID sont venus de mon bureau. Ils ont proposé 5 millions de dollars, 10 millions de dollars, 7 millions de dollars. Jamais. Je leur dis, je respecte le peuple américain. Je travaille avec des ONG américaines. L'administration américaine, peut-être ils ont une constitution qui applique la démocratie dans leur pays. Mais je remarque que l'administration américaine soutient tous les régimes arabes non démocratiques, soutient Israël aveuglement. 4 officiers de la FNIL ont été tués dans ma ville, à Khiam, en 2006. Quand ils appliqueront leur constitution dans nos pays, je prends de l'argent de l'administration. Quelqu'un de le ministère des Affaires étrangères est venu pour m'interviewer. Et là, récemment, on a à Amel, la maison Amel des droits de l'homme, on fait notre séminaire. Quelqu'un de l'USAID a téléphoné à une responsable de Amel, dit sans signer quoi que ce soit, sans papier, rien du tout, on vous donne ce que vous voulez. Elle a répondu, lui, on ne prend pas d'argent. Et moi, je fais une fois une interview à la télé, un président d'un pays arabe a vu l'interview. Il m'a envoyé quelqu'un 3 fois. Je lui dis, on te donne 20 millions de dollars. Et aussi, là, si tu permets, Dominique, le Liban, c'est le pays de corruption par excellence. Et au Liban, on appelle ça le savoir-faire. Comment on se débrouille. Et moi, je suis pédiatre, je suis professeur, je gagnais dans mes cabinets beaucoup d'argent, 15 000 dollars par mois. Et exprès, moi, je mène une vie très austère, parce que quand on travaille dans l'humanitaire, il faut souffrir soi-même pour pouvoir souffrir la souffrance des autres.
Et là, les gens au Liban, alors en Occident, en général, quand même, il y avait un système qui fonctionne bien, les salaires sont valables, normalement, enfin, en principe. On vit, il y a des critères et tout ça, mais chez nous, non, c'est comment on se débrouille. Et c'est ça, donner ces phénomènes, sur le plan personnel aussi, comment résister aux tentations, et donner l'exemple. Oui, c'est un modèle. Et moi, peut-être, j'ai compris depuis très longtemps que les changements au Liban sont très difficiles. J'ai ouvert jusqu'à maintenant, moi, 150 centres au Liban, depuis le début de mon expérience. Moi, je suis un étranger au Liban. Je ne suis pas du système. Et peut-être que je me fais appeler aussi le portefeuille. Je dis, je ne veux rien de personne et je ne m'attends à rien de personne. Et vous avez vu là, ensemble, Chloé et tout ça. Et ça, je crois, il faut multiplier ce genre d'actions. Mais la réforme au Liban ne dépend seulement pas du Liban, c'est de l'extérieur. Quand un chef libanais fait un discours et il met derrière lui le portrait d'un roi ou d'un religieux de je ne sais pas quoi derrière lui, c'est quoi ça? Et quand un chef du Parlement, il dit au Liban on aura je ne sais pas quoi quand il y a un accord entre la Syrie et l'Arabie Saoudite. Normalement, on le met en prison. Mais non. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Le Liban, c'est un pays qui a été créé par une volonté de l'extérieur dès le début. Et l'extérieur joue un rôle très important. Et les Libanais aiment ça. Quand il y a quelqu'un, quand on a fait une fois une réunion, il dit à un Libanais... quand on fait une réunion entre nous, on vient une demi-heure en retard ou une heure en retard. Mais quand on est invité par une ambassade, on vient une demi-heure plus tôt pour être à l'heure. Il y a cette hospitalité que tout le Liban, les amis qui viennent au Liban, ils aiment, même les ambassadeurs, ils aiment rester au Liban, même faire le trait, tout ça. C'est un pays accueillant d'hospitalité et tout ça, mais la solution doit passer par un travail non confessionnel, mais aussi beaucoup d'éthique et aussi appliquer sur soi-même ce qu'on demande des autres et qu'il y ait une balance entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Merci beaucoup. Une dernière question. Merci docteur pour votre intervention. Ma question porte sur la politique des États européens, notamment concernant l'accueil des réfugiés. Comment convaincre justement ces États d'accueillir un certain nombre de réfugiés? Vous parliez tout à l'heure vous disiez que la population de l'Union européenne s'élève à 500 millions, qu'on peut facilement accueillir 1 million de réfugiés, ce qui fait à peu près 0,2% de la population de l'Union européenne. Alors justement, pour convaincre ces États, pour arriver pour accueillir ces réfugiés dans des conditions dignes, alors est-ce qu'il faut plutôt insister sur la dimension catastrophique de ce qui se passe aujourd'hui au plan humanitaire en Syrie et dans les pays voisins, ou bien il faut également avancer des arguments afin de les convaincre que le fait d'accueillir ces réfugiés aussi, en les accueillant, ils trouvent également leur intérêt propre à eux. Au niveau des politiciens, à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'espoir. C'est au niveau de la société civile, des individus, des citoyens, comment amorcer un mécanisme de solidarité. Et comme tous les gouvernements pensent aux élections, quand ils voient que ces gens-là, ils sont là, ils suivent. Maintenant, en France, par exemple, selon les statistiques, il y a seulement 500 Syriens en France. Je sais qu'il y a plus. Mais ils n'osent pas le dire parce qu'il y a une opinion en France contre l'arrivée des réfugiés. En Angleterre, on a 400 seulement. Mais regarde ce qui se passe en Angleterre. Maintenant, ils changent les lois. Normalement, les pays de l'Union européenne, les citoyens de l'Union européenne, peuvent circuler dans tous les pays de l'Europe. Maintenant, en Angleterre, on change les lois pour que les citoyens de la Slovénie ou de l'Europe de l'Est ne viennent pas en Angleterre. C'est ça. Malheureusement, maintenant, on va de plus en plus vers l'isolement. Comme Mme Merkel
a pris cette initiative de recevoir 800 000, et c'est bien comme décision. Il faut voir maintenant les agressions contre, et tu sais qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Il faut Auschwitz pour les réfugiés syriens. C'est ça, comme cette déclaration, et c'est l'extrême droite, et aussi la droite populiste. C'est ça qui est plus dangereux, la droite populiste. Et vous voyez des déclarations qui se font même ici, après Le Pen, un peu dans le même sens contre l'arrivée des réfugiés. Non, moi je crois que c'est inhumain ce qui arrive, inhumain, surtout qu'il y a des responsabilités politiques avant. Ces gouvernements sont, quand tu entends les déclarations des responsables pour continuer la guerre, pour faciliter l'envoi de djihadistes dans la région. Il y a le New York Times a écrit un article au mois de septembre. Ils ont dit il y a en Syrie, ce n'est pas une guerre civile. Comment 30 000 Daesh de 100 pays arrivent dans 250 des États-Unis? 30 000 arrivent. Comment ça? C'est une coïncidence comme ça? Ces gens, ils arrivent dans cette région. Et le Qaïda, ça a été créé par qui? En 1979, en Afghanistan. C'est par les Américains, les Pakistanais et les Saoudiens. Il n'y a rien comme ça. C'est ça. Et là, en revenant un peu à De Gaulle, parlant de notre région, c'est une région très importante. On a le fuel, c'est le moteur de l'économie du monde. Première chose. Deuxième chose, c'est la terre des religions monothéistes. Troisième chose, et De Gaulle parlait de ça, de la géographie. On est dans 3 continents, l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Et quatrième chose, on a le problème palestinien. C'est une région très importante, notre région. C'est pour ça qu'il y a tant de problèmes. Et maintenant, là, moi, je suis optimiste pour l'avenir de cette région, comme je l'ai dit, à cause de la jeunesse. Mais aussi, vous, quand même, rappelez-vous combien vous avez payé des sacrifices dans votre histoire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, 20 millions. La Première Guerre mondiale, 15 millions. La guerre de 300 ans entre protestants et catholiques. On ne peut pas évoluer sans sacrifice. Si vous voyez maintenant, Anna, je suis de Khiam, ma ville natale. Khiam, c'est au sud du Liban. Alors, ma ville a été détruite complètement en 1978 par l'armée israélienne. Et il y a un massacre de 55 vieillards qui sont restés, on les a tous tués. Et ça m'a beaucoup choqué, c'est pour ça que j'ai créé Amel. Parce qu'avant, je travaillais dans les camps. Je parle, une fois, j'ai fait une conférence sur les réfugiés et les déplacés. Et je dis comme ça dans mon intervention, les aspects positifs du déplacement. J'ai toujours été surpris. Je disais, je parle d'un commerçant qui vivait à Khiam. À cause de la situation à Khiam, il est allé au Brésil. C'est un des plus riches maintenant au Brésil. Vous savez quand même les déplacements. Et il faut parler de diaspora, apprendre les langues, apprendre la tradition des pays, la jeunesse qui ont l'occasion aussi d'étudier dans des écoles convenables et tout ça. Ça aide maintenant en parlant du citoyen international. Tous ces mélanges maintenant. Et là, circulant dans la rue de Paris ou n'importe quelle ville, on voit combien il y a de ce mélange. Et à mon avis, moi je crois mon slogan, dans le monde, il faut les valeurs morales de nos régions, du tiers-monde, enfin du monde arabe, les valeurs morales, l'hospitalité et tout ça, et la rationalité et le respect des droits de l'individu que vous avez chez vous. Il faut les deux. Vous avez perdu cette notion de la famille, de cette solidarité. Nous, ce qui a protégé le Liban, c'est cette solidarité entre les gens, les familles et aussi la société civile. Il faudrait harmonier deux phénomènes pour un monde plus juste et plus humain. Merci beaucoup.